Hello. 敵を駆逐するまで Nani? J'ai plus l'âge pour ces conneries. Aujourd'hui, nous allons parler de l'épisode 5 de la saison 4 de Shingeki no Kyojin, la guerre des mondes. L'homme aspire-t-il à être jugé pour ses crimes ? Ou au contraire, fait-il tout pour y échapper? Juste avant la reprise de la confrontation entre Eren et Reiner, dans le sous-sol d'une des résidences des citoyennes et citoyens de Mar, nous voilà transportés quelques années en arrière, lorsque Annie, Bertolt et Reiner s'étaient déjà infiltrés au sein de la brigade d'exploration. Cette scène surgit peu de temps après que les trois comparses aient décidé de faire dévorer leur camarade Marco par un titan. Après lui avoir subtilisé son équipement tridimensionnel, Bertolt se remémore alors les dernières paroles d'un homme qui, juste après leur avoir raconté une histoire dans laquelle il affirme avoir commis des actes injustifiables, s'est pendu du haut d'un arbre. Bertolt repense à ce moment et se demande pourquoi cet homme leur a raconté un épisode aussi intime et honteux de son passé. Parce qu'il voulait qu'on lui pardonne ou peut-être parce qu'il voulait être jugé pour ses crimes. Et nous voilà arrivés à la scène du sous-sol entre Reiner et Eren. Cette transition n'est pas anodine. On le sait, Reiner souffre depuis bien longtemps de séquelles psychotraumatiques eu égard aux crimes qu'il a commis aux côtés de Annie et Bertolt. Déjà, lorsqu'il était au sein de la brigade d'exploration, il avait ce trouble de bipolarité qui faisait que d'un côté, il était persuadé de faire partie des leurs, et de l'autre, il était ce guerrier prêt à tout pour avancer, terrasser l'ennemi, quitte à tuer ses camarades pour cela. Le poids de ses péchés était tel que Reiner n'est jamais véritablement parvenu à assumer tous les crimes qu'il a commis. Lorsque le mur du district de Shiganshina s'est effondré et qu'une horde de titans a massacré les citoyennes et citoyens, dont la mère de Eren qui s'est fait dévorer vivante sous ses yeux et qui a tout déclenché. Nous nous retrouvons avec une mise sous tension d'emblée, ne serait-ce qu'au niveau de la musique, avec un roulement de tambour des plus oppressants. Boum, boum, boum. Boum, boum, boum. Et la gravité d'une contrebasse qui ne laisse quasiment aucun espoir de résolution du dialogue qui va s'activer entre Eren et Reiner. Reiner, bien évidemment, est tétanisé. Il n'arrive pas à comprendre comment, pourquoi Eren est parvenu à s'infiltrer à Mar. Et surtout, le connaissant, il se doute que ce qu'il va se passer par la suite va être désastreux. Du côté du petit Falco Glace, c'est un cauchemar progressif qui prend racine dans son esprit. Toujours dans les premières minutes, malgré cette tension et ce suspense qui nous fait dire est-ce que le pire va se produire ou est-ce qu'il va finalement y avoir une sorte de point d'entente entre les deux anciens camarades, une simple phrase de Eren suffit à quasiment annihiler tout espoir de happy ending. Cette phrase se résume ainsi: je n'ai pas le choix. Pour autant, l'espoir reste de mise vu que Eren souhaite entendre le discours de William Tibur, représentant du clan Tibur, qui, aux côtés de Mar, lors de la guerre des Titans il y a 100 années de ça, a permis la défaite du roi Fritz. Rappelons également que le clan Tibur est détenteur du Titan Marteau que nous n'avons toujours pas vu apparaître jusqu'à maintenant. Avant que le discours ne prenne place, nous avons affaire aux parents de Annie et Reiner. Si Reiner a fait ce qu'il a fait, c'est en grande partie pour sa mère, pour la rendre fière, parce qu'elle souhaitait laver l'affront, les péchés commis par leurs ancêtres. Nous nous retrouvons donc avec la fierté de Mrs. Brown et l'espoir de Monsieur Leonard, convaincu que sa fille lui reviendra vivante à Revelio. Quant à Monsieur Hoover, le père de Bertolt, nous apprenons qu'il est mort dans son sommeil, probablement d'affliction, lorsqu'il a appris la mort de son enfant. Tout autour d'eux, au niveau des gradins, un enthousiasme historique dans la ville de Revelio, et pour cause. C'est la première fois que Mar s'allie avec d'autres pays, notamment ceux de la coalition orientale, ceux-là en vue de défaire un ennemi commun. Toute la hiérarchie militaire de Mar est présente. Tous les principaux journaux des différents pays sont sur place pour couvrir l'événement, et de même pour les représentants politiques, ambassadrices et ambassadeurs qui ont bien conscience qu'ils sont en train d'assister à un événement qui transfigurera l'histoire de leur contrée. Enfin, l'innocence des enfants qui, malgré un contexte
contexte grave, un contexte cruel. Je parle en particulier des enfants eldiens qui, pour rappel, sont parqués dans des camps de concentration. Une joie spontanée qu'ils expérimentent probablement pour la première fois. Nous avions déjà eu l'occasion de le constater lorsque Gabi, Sofia, Falco et Udo s'affairait dans les stands de dégustation de Revelio mis en place en vue du discours de William Tibur. C'était la première fois qu'ils mangeaient des glaces, c'était la première fois qu'ils se gavaient de friandises, c'était la première fois qu'ils avaient l'occasion d'être des enfants, plutôt que des outils de destruction. Il me vient particulièrement en tête l'excitation de Sofia, qui peine à contenir sa joie, taquinée par Pic, qui semble trémousser de bonheur lorsque les trompettes et tambours s'élancent en vue d'une symphonie vrombissante à même les gradins de Revelio. Cela en vue d'introduire le discours fédérateur de William Tibur. Nous ne connaissons pas grand-chose de cet individu, si ce n'est qu'il a une vision assez claire de la situation actuelle et qu'il est très apprécié non seulement à Mar, mais aussi en dehors de ce régime dictatorial. Au départ, William nous conte ce que nous savons déjà, à savoir que l'Empire eldien, durant plusieurs centenaires, n'a eu de cesse d'éradiquer, d'effacer les cultures et histoires de populations entières, massacre sur massacre, génocide sur génocide. Mar en fut notamment la plus grande victime. Et puis, la vérité. Celle que nous avions déjà apprise lors de la saison 3, lorsque nous était introduit le clan Reis, qui s'avère être en réalité des descendants du clan royal Fritz. La vérité comme quoi la guerre des titans n'a pas été permise grâce à ce héros répondant au nom de Hélos et son alliance avec le clan Tibur, mais grâce ni plus ni moins que le roi Fritz, lequel, après des années et des années d'épandage de sang, a fini par dire stop et a noué dans le plus grand secret un pacte avec le clan Tibur. Comme quoi, un héros fictif allait être érigé, Hélos, dans l'objectif de rendre symbolique sa défaite programmée et son évasion vers l'île du paradis. Île où il s'est assuré d'amener avec lui le plus d'Eldiens possible, mais comme nous le savons, certains sont restés sur place et se sont fait persécuter des années durant. Au final, nous réalisons que le clan Tibur, plutôt que d'être des héros, incarne une sorte de traîtrise eu égard à leur peuple natif. Tous ces Eldiens qui vont être parqués dans des camps de concentration, qui vont être discriminés, qui vont être tués, violés, et j'en passe, vont l'être parce que le clan Tibur va les trahir, en travestissant la vérité et en les vendant en vue d'assurer leur sauvegarde dans le monde de demain qui se profile. Évidemment, à ce moment, tout le monde tombe de haut. À quoi ont servi toutes ces années de guerre? À quoi a servi l'escapade de Mar sur l'île du paradis en vue de retrouver le titan fondateur? Le roi, lorsqu'il s'est retranché sur l'île du paradis, a invoqué une sorte de menace, celle de ces dizaines de millions de titans colossaux résidant à même les trois murs. Des titans colossaux qui, s'ils le souhaitent, étant héritiers du titan fondateur, se libéreraient et appliqueraient dès lors un terrassement planétaire que personne ne pourrait arrêter. Sauf qu'on apprend ce que nous savions déjà à l'issue de la saison 3, comme quoi le roi était tellement conscient des crimes commis qu'il s'est appliqué ce serment royal interdisant tous ses successeuses et successeurs d'avoir recours à cette armée de titans colossaux si un jour la situation l'exigeait. Ainsi, les membres de la famille royale se sont retrouvés dans l'incapacité de mettre en exécution un génocide mondial assuré. Ce que voulait Fritz, c'était une parenthèse de paix. Il pensait que le poids des crimes que lui et ses descendants ont infligés au reste de l'humanité était si lourd que, dans le pire des cas, si Mar et d'autres nations venaient à envahir l'île du paradis, le roi, ou plutôt son peuple, devrait répondre de leurs actes. Quand bien même la responsabilité est passée. Rappelez-vous, la population des Trois Murs ignore tout de ce qu'il s'est passé en dehors de leur prison de pierre. Et puis, tout bascule. Lorsque Reiner, Annie et Bertolt envahissent le district de Shiganshina, il s'avère qu'un certain Grisha Jaeger, le père de Eren, qui, pour le coup, connaît l'histoire de l'Empire Eldien, parce qu'il vient de Mar à la base, et parce qu'il a ensuite été transféré sur l'île du paradis, destiné à la base à être transformé en titan, puis sauvé par l'ancien possesseur du titan assaillant, Eren Kruger. Il était parvenu à s'infiltrer au sein de la hiérarchie militaire de Mar, en sacrifiant nombre de ses compatriotes, parce que c'était la seule solution pour ne pas se faire repérer. Du coup, lorsque
Lorsque l'attaque surgit, Grisha réalise tout de suite que c'est Mar qui est en train de mener cet assaut. D'où son infiltration de la résidence des Rice, d'où le vol du titan fondateur. Par la suite, Grisha se fait sciemment dévorer par son fils Eren, en le transformant en titan, puis en lui transférant le titan assaillant, et nous nous retrouvons avec un Eren qui est la menace de l'humanité, car potentiellement en mesure d'invoquer ces titans colossaux. À partir de là, les incertitudes, les troubles qui pouvaient apparaître à même la foule de Revelio disparaissent quasiment instantanément. Il y a toujours un ennemi commun, il faut s'allier en vue de neutraliser Eren et ce faisant les démons du paradis eldien. À partir de ce moment du discours, Eren fait savoir à Reiner qu'au final, lui, Annie et Bertolt n'avaient pas le choix. Ils sont passés par un lavage de cerveau, c'était des enfants, et surtout ils étaient persuadés de sauver le monde en infiltrant la carapace des démons eldiens. Reiner, qui est toujours en état de choc, tient tout de même à préciser à Eren que s'il avait écouté Annie et Bertolt, l'opération n'aurait jamais eu lieu. Rappelons que Marco, l'ancien détenteur du titan mâchoire, s'est fait tuer par Ymir, qui était alors sous forme de titan, en sauvant au passage Reiner, ce qui fait qu'on se retrouvait avec la perte d'un titan primordial. Mais Reiner, absolument obsédé par le désir de rendre fière sa mère, par ce besoin d'être érigé en héros et de trouver un sens à une vie qu'il considérait comme pathétique et pitoyable, a contraint ses camarades à la poursuite de l'opération. Reiner, coûte que coûte, a continué à aller de l'avant. Et c'est en cela que Eren et lui sont horriblement similaires. Une détermination froide ou folle à vouloir atteindre un objectif, qu'importe les dégâts causés. À un moment, Eren demande à Reiner pourquoi ma mère s'est-elle fait dévorer ce jour-là. Et Reiner répond parce que nous devions infiltrer les 3 murs et débusquer le titan originel. À cet instant, nous réalisons que chez Eren, il n'y a plus de haine aveugle. Cette rage débordante qu'il avait étant enfant et adolescent, ce désir inconditionnel de tuer tous les titans, en quelque sorte, il a disparu pour faire place à une volonté calculée, consciente de poursuivre le même objectif d'éradication de l'ennemi. Entre-temps, Eren a réalisé que les titans étaient des humains, des Eldiens, transformés contre leur gré, et Eren, lors de son séjour à Revelio, a compris que cet ennemi commun et indivisible, résidant au-delà des mers, était aussi humain et complexe que celles et ceux qu'il a toujours connus. Il y a des personnes cruelles, il y a des personnes imbues d'elles-mêmes, mais il y a aussi des personnes généreuses, aimables, compréhensives, portées vers l'empathie, œuvrant pour le bien commun. Cela, Eren en a conscience, mais ça ne va pas l'empêcher de faire ce qu'il va faire. Le contraste saisissant entre Reiner d'un côté qui supplie Eren de le tuer et William Tibur qui, après avoir révélé la vérité à la population mondiale, atteste de son désir de vivre par-dessus tout, ce contraste est d'une ironie particulièrement cruelle. Au bout du compte, Eren se transforme en titan assaillant, tuant ce faisant bon nombre d'occupantes et d'occupants de la résidence en dessous de laquelle il se trouvait. William Tibur a à peine le temps de réaliser ce qui est en train de se passer que la lumière vire aux ténèbres. Était-il le détenteur du titan marteau? A priori, non, dans la mesure où si un détenteur de titan primordial n'a pas le temps de se mordre jusqu'au sang ou de se faire une éraflure, ne peut pas se transformer. Il est donc fort probable que le titan marteau soit présent chez d'autres membres du clan Tibur. À cette guerre des mondes vient se superposer le statut de Eren, un héros maudit qui, à partir de cet épisode, se transforme résolument en anti-héros si ce n'est Némésis tout court. Je suis malheureusement persuadé qu'il n'y aura pas de rédemption possible pour Eren. Reste la question de ses alliés, Mikasa, Levi, Connie, Jean, Sacha, Historia, Armin, Angers, dans quelle mesure soutiennent-ils ce qu'il vient de se passer? Quid de Kiyomi Azumabito, soit la représentante du clan Izuru, qui, pour une raison qu'on ignore, s'éclipse alors même que le discours de William n'a pas encore commencé. Qui est ce mystérieux soldat barbu qui est parvenu à piéger Pieck et Porco? Armin? D'ailleurs, Pieck et Porco ont-ils vraiment été neutralisés? Ou Pieck, consciente qu'il y avait une menace latente, a fait en sorte de transmettre un message secret à son unité Panzer? Quid de Zeke? A priori, il devrait aussi avoir été piégé. Si tel est le cas, je soupçonne un certain Levi d'avoir quelques comptes à lui rendre.
Enfin, Eren est-il vraiment capable d'invoquer les titans colossaux? A priori, non. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la fin de la saison 2, lorsque Eren parvient pour la première fois à faire en sorte de donner des ordres à des titans, c'est après avoir été mis en contact physique avec le titan de Dina Fritz, soit la femme de Krisha Yeager, qui bizarrement a toujours été attirée par l'empreinte d'Eren. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle se dirige directement lors de l'assaut de Shiganshina vers la maison de Grisha, plutôt que de s'attarder, comme les autres titans le font, sur de potentielles victimes aux alentours. Nous savons que Dina Fritz est de sang royal. Il est donc probable que Eren ait besoin d'un membre du clan royal en vue d'avoir accès à cette clé d'obéissance des titans. Zeke, qui est le fils de Dina Fritz, est d'ailleurs capable de donner des ordres à différents titans. Il est même capable de les faire transformer, pour peu qu'ils aient du liquide cérébro-spinal injecté à même leur nuque. Et n'oublions pas le titan féminin, qui, pour une raison que j'ignore encore, est elle aussi capable de donner des ordres aux titans. Nous l'avons bien vu lors de la saison 1, lorsque Annie était prise au piège par la brigade d'exploration menée à l'époque par le capitaine Erwin. Une Annie qui, pour s'échapper, a fait appel à l'armée de titans qui était présent dans la forêt d'alors. Une chose est certaine, il n'y aura pas de fin heureuse. Nous le savions plus ou moins, mais cet épisode fait en sorte d'assurer la chose. Maintenant que le massacre a commencé, outre William Tibur, le public a commencé à être lui aussi touché. Tous les débris de pierre qui commencent à pleuvoir sur les gradins, il n'y a pas de retour en arrière possible. Et c'est en cela que cet épisode est si important. Jadis, Eren avait promis de tous les exterminer. Il en prend désormais le chemin. Autant vous dire que même en tant que lecteur du manga, j'ai été pris aux tripes, j'avais le cœur qui battait la chamade. Là où les spectatrices et spectateurs de l'anime devront composer avec un suspense absolu, les lectrices et lecteurs de manga auront quant à eux affaire à ce sentiment terrible d'assister à une tragédie inéluctable et effroyable. Préparez-vous psychologiquement, l'épisode 6 va être terrible. Ciao, ciao.